L'IA, c'est plus un outil, c'est votre moteur de décision. Et si vous l'utilisez encore juste pour obtenir des infos, vous êtes déjà en train de couler. Aujourd'hui, on va voir comment l'IA expose brutalement les failles de votre entreprise et on va surtout voir ce que ce basculement signifie concrètement pour votre business. Bienvenue dans ce format qui transforme le chaos de l'actualité en levier de croissance pour votre business. Branding, IA, strat, marketing, on décortique les news essentielles du mois pour comprendre comment elles redéfinissent votre façon de décider. En janvier, on avait parlé de la mort du branding cosmétique et aujourd'hui, on passe à l'étape supérieure, l'orchestration stratégique. Un mot qui peut faire un peu peur, mais vous verrez, vous allez vite comprendre. Parce qu'aujourd'hui, n'importe qui peut lancer une campagne ou coder une app en moins de 48 heures. Du coup, le marché il est complètement saturé de bruit. Alors voici les news qu'il fallait pas rater ce mois-ci pour reprendre les rênes de votre croissance. On commence par de la stratégie. Il y a une étude vachement intéressante qui est sortie là, qui vient de confirmer un petit peu ce qu'on voit tous les jours, que le plus gros gaspillage d'argent en 2026, c'est pas d'acheter le mauvais outil, c'est qu'en fait, plus personne sait vraiment qui décide de quoi, comment dans l'entreprise. Dans les boîtes, c'est assez compliqué en ce moment parce que d'un côté, t'as le marketing qui met des choses en place, de l'autre côté, il y a les commerciaux qui ont un autre discours, et par là au-dessus, t'as les dirigeants qui ont une vue d'ensemble sur des tableaux de bord, mais en fait, il y a ce manque de cohérence globale entre tous les organismes. La tension, en fait, ici, c'est qu'on a l'impression que l'IA va résoudre les problèmes. En fait, c'est faux, parce que l'IA, elle agit vraiment comme un miroir déformant. En gros, s'il y a un souci, elle va l'amplifier encore plus. Donc, si votre stratégie, elle est floue, ça va faire que diffuser plus de flou vers l'extérieur. Et c'est assez drôle, en fait, parce qu'on voit des boîtes automatiser des processus et des process qui auraient jamais dû exister de base. Donc, si votre message est flou, l'automatisation, elle va juste créer plus de flou à l'extérieur. Et c'est dans ces moments-là où c'est encore plus important d'avoir de la clarté au centre et de définir des actions, en réalité, en fonction de cette clarté-là et pour tout le temps aller dans la même direction. Parce qu'encore une fois, le problème, c'est justement, c'est pas la technologie, c'est pas les outils qui sont mis en place, mais c'est juste que si les actions sont dispersées, c'est un peu le Frankenstein du marketing au final. Il y a un bras qui part dans un sens, la jambe qui part dans l'autre, la tête un peu au milieu qui est là, et le problème c'est qu'il y a pas de direction globale, donc en fait on fait du surplace, voire même on risque de reculer. Donc en 2026, le vrai problème, c'est pas le coût des tokens, c'est le coût de l'indécision. Alors gardez en tête cette histoire de clarté, cette histoire de clarification des objectifs, de la direction, de votre stratégie de base, et essayez d'avoir cette image en tête qu'en gros, automatiser le chaos, c'est toujours juste du chaos, c'est juste que vous allez avoir un bon ROI sur l'erreur. Je pouvais pas faire des news de février sans parler du fameux Super Bowl. Donc le Super Bowl, le ticket d'entrée pour 30 secondes de pub, c'est 8 millions de dollars. C'est évidemment le moment de l'année où toutes les grandes marques sortent leur meilleure publicité. En tout cas, elles essayent. Mais cette année, le grand gagnant, c'est AI.com. Ils ont réussi en fait à créer un système qui a généré 9 fois plus de résultats que les autres. Pourquoi ? Parce qu'en fait, ils ont permis directement pendant la pub aux gens de discuter avec une IA pendant le match. Donc faut un peu imaginer la scène pour ceux qui n'ont pas vécu. C'est un peu comme si vous voyez une nouvelle pub de basket à la télé. D'habitude, vous direz ok, elles sont stylées, j'irai voir un peu plus tard, mais là non, il y a une sorte de QR code ou une manière de pouvoir scanner quelque chose qui fait que vous entrez directement dans une conversation sur WhatsApp par exemple avec une IA, et puis en connaissant simplement votre pointure, elle va pouvoir vous dire s'il reste du stock, si elle est dispo dans le coloris que vous préférez, si par rapport à votre géolocalisation ça va mettre du temps à arriver. Bref, c'est pas juste quelque chose de passif, mais c'est une interaction, et donc ça crée une envie d'achat qui est encore plus grande, et le fait de passer à l'action, ça sera beaucoup facilité. Je vous mets aussi les petites stats des autres si ça vous intéresse, évidemment tous les liens sont dans la description. Et donc là, le changement il est assez brutal. On est passé de l'achat d'attention, je veux que les gens me voient, à l'achat d'intention. Je veux que les gens ils fassent un truc, mais là, maintenant, tout de suite. Et l'attention elle est là, en fait, il y a beaucoup de marques qui continuent à faire des monologues, à parler parfois beaucoup trop d'eux, alors que les gens ils veulent cette espèce de discussion en fait, d'interaction. Et là il y a un des points clés aussi de ce qu'on veut retenir, c'est que si vous payez une fortune pour attirer du monde, peu importe votre tunnel de conversion, mais que votre parcours client il finit sur un vieux formulaire claqué au sol, genre on vous rappelle dans les 48 heures, vous avez juste jeté de l'argent par les fenêtres par rapport aux gens qui permettent une interaction directe. Votre marque, ça doit plus être juste une affiche, un panneau publicitaire. Ça doit être une interface un peu vivante où on en ressort quelque chose, où on peut directement interagir avec, peu importe avec ce que c'est. Encore une fois, peut-être que j'abuse un peu, je vais dans les extrêmes, c'est pas applicable à 100% des cas, mais essayez d'arrêter de dépenser de l'argent juste pour que les gens y voient votre marque. Il faut être capable de les servir, il faut être capable de leur laisser quelque chose après, d'avoir plus aussi d'interaction avec eux. Créer en fait une sorte de vraie expérience. Parce que justement, il risque d'y avoir un de vos concurrents qui est capable de donner quelque chose directement à votre client ou à votre prospect, et donc de l'obtenir en finalité. Et donc quand même quelques chiffres un petit peu impressionnants là par rapport à l'attention qu'a généré, et au cash aussi qu'a généré le Super Bowl pour les marques qui étaient présentes. Quand on voit juste les mentions sur les réseaux sociaux,
c'est une dinguerie. On passe du côté de l'acquisition, même si bon, on est d'accord que les news elles se chevauchent un petit peu. Vous avez sûrement entendu parler du zéro clic et du GEO. Le web, ouais, il est vraiment en train de vivre un séisme par rapport à tout ça. Avant, quand on cherchait un truc sur Google, on cliquait sur un lien pour lire un article. Et aujourd'hui, on clique plus. Parce qu'en fait, l'IA, enfin comme vous le savez, elle nous donne directement la réponse dans un petit encadré, que ce soit dans un LLM ou bien même sur Google, et puis on a la partie IA typiquement, ou dans un autre moteur comme Perplexity ou ce genre de choses. Ça, c'est ce qu'on appelle le zéro clic. Et il y a un gros enjeu par rapport à ça, c'est que pour tous les gens qui comptent majoritairement sur le nombre de visiteurs sur le site, en fait, c'est plus forcément en fonction de ça qu'on arrive à estimer le nombre de ventes et le nombre de conversions finales. Et la réponse stratégique à ça, c'est le GEO, le Generative Engine Optimization. On cherche plus à être cliqué, mais on cherche à être la source citée. En gros, typiquement, on demande à ChatGPT, on veut que ce soit le nom de notre entreprise qui sorte en premier quand on pose une question. Et là, justement, l'étude que je vous sors, elle est assez intéressante pour ceux qui voudraient approfondir tout ça. Et c'est un peu là où il faut comprendre que c'est une sorte de piège qui se referme. Parce que votre site web, potentiellement, c'est plus une destination, mais c'est devenu une sorte de bibliothèque pour les robots. Donc, en résumé, en fait, on travaille plus pour attirer les gens sur le site, mais pour influencer les machines qui vont résumer tout ça. Et donc, faire remonter les réponses. On passe du SEO, donc optimiser pour les moteurs de recherche, au GEO, à optimiser pour les réponses des IA. Donc là où avant, on pouvait écrire des articles un petit peu fades pour faire remonter de la data et donc être mieux ranké au niveau du SEO, l'IA, elle risque de vous ignorer dans ce cas-là. Maintenant, c'est l'autorité qui a remplacé le trafic. Donc si ChatGPT, il vous utilise pas comme une preuve factuelle, en gros, il vous donne la crédibilité sur un domaine, vous existez tout simplement plus dans le parcours d'achat de vos clients qui passent par ce genre de LLM. C'est assez violent, mais c'est la réalité. Donc, ce qui est important de comprendre, c'est qu'il faut plus ou moins arrêter de créer des articles random pour plaire à l'algorithme, mais votre nouvelle mission, ça va être de publier de manière brute ce que l'IA, elle va pas pouvoir inventer. Donc, on parle là de chiffres réels, des études de cas de vos clients, par exemple, des avis d'experts, des gens que vous avez interviewés, en fait, des retours terrain, j'ai envie de dire, du concret. Et oubliez pas, ne publiez pas pour être lu, mais publiez pour être synthétisé. En gros, essayez de devenir une source de vérité et pas juste un bruit de fond. Encore une fois, pour approfondir ce sujet, n'hésitez pas à checker dans la description, je vous mets le lien de cet article hyper intéressant. Dans la suite du concept où les acheteurs pourraient vous fuir, j'ai trouvé un chiffre là qui donne pas mal le vertige dans une autre étude cette semaine. En B2B, il y a quasiment 40% des acheteurs qui sont prêts à dépenser 500 000 $ en totale autonomie. En gros, ils veulent être beaucoup plus indépendants et avoir pas forcément quelqu'un en face d'eux. Quelque chose que je sors un petit peu de tout ça, c'est que j'ai l'impression qu'ils veulent plus avoir des appels découvertes en face à face, en gros, mais plutôt des outils ou des choses pour tester en direct la rentabilité, par exemple. Je pense à un exemple récent, par exemple, vous êtes une startup, vous vendez un produit qui va vous faire gagner X% en énergie par année, faites un petit simulateur, en fait, que la personne va pouvoir directement aller jouer avec en arrivant sur le site, et pas juste, en fait, appelez-moi et puis on va vous prouver ça en one-one. Je veux dire, la personne, elle sera déjà peut-être passée à autre chose avant de le faire. En gros, la tension, elle va se situer dans les barrières, les formulaires, les appels de qualification, la prise de rendez-vous sur un Calendly. Et ça, c'est des choses qu'il y a encore beaucoup d'entreprises qui imposent. Le processus commercial, c'est le plus gros goulot d'étranglement. Plus, en fait, un produit va être autonome, ou il y a une démo qui va être autonome, plus votre client, il va avoir confiance et va vouloir signer rapidement. Et vraiment, ce truc, en 2026, j'ai l'impression, c'est qu'en fait, le contrôle, il faut qu'il soit 100% du côté du client. Encore une fois, je dis pas que c'est la parole sacrée pour toutes les entreprises. Mais cette confiance, elle se construit moins par un blabla commercial que par justement de la transparence et donc des outils qui peuvent prouver ça de manière complètement autonome. Encore une fois, un calculateur de ROI, une petite démo facile, ce genre de choses. Et souvent, justement, le rôle du vendeur, il a changé. Il doit plus vraiment éduquer le client. Le client, il est déjà éduqué. Il doit juste valider la décision finale d'achat et régler les détails un peu plus complexes. Alors, dans votre parcours, typiquement, essayez vraiment de trancher dans le gras et de supprimer le maximum d'étapes qui sont pas essentielles. Si votre produit est simple, essayez de faire en sorte qu'il l'achète tout seul. S'il est trop complexe, on l'a dit, essayez de faire un outil qui leur permet de se rendre compte à quel point ça va leur simplifier la vie d'une fois qu'ils l'auront. Il faut vraiment qu'ils comprennent qu'est-ce qu'ils ont à gagner là-dedans et qu'est-ce qu'ils vont gagner d'une fois qu'ils l'auront acheté. Petit aparté d'ailleurs, si ce genre de décryptage ça vous aide à sortir du flou, pensez à mettre un petit like, un petit abonnement. C'est le meilleur signal pour me dire que ça vous plaît et donc que je continue à en faire tous les mois. On reprend. Du côté du branding et du marketing, il s'est aussi passé pas mal de choses. On entend partout les mots de data-driven et data-led. Mais 2026, ça marque quand même une rupture assez radicale par rapport à ça. En gros, le marketing data-led, il utilise des chiffres après coup pour justifier certaines actions. C'est en gros un alibi. Alors que le marketing data-driven, il utilise la donnée pour prendre des décisions en amont. Donc c'est la boussole. Et plus ou moins 90% des entreprises qui performent, elles travaillent avec une source de vérité unique. Et j'ai lu une comparaison assez drôle par rapport à ça.
ça. C'est un peu la différence entre regarder une carte avant de partir en rando et choisir le bon chemin, ou regarder la carte après s'être perdu en forêt, pour expliquer en gros pourquoi c'est la faute des arbres quand se soit perdu. La donnée, c'est donc la carte, et c'est pas une excuse simple pour expliquer pourquoi on s'est planté. Ce qui est intéressant en fait, c'est que la plupart des boîtes, elles utilisent la donnée comme un avocat qui va utiliser des preuves. En gros, pour défendre une conclusion ou une décision qu'elles ont déjà prise. Et c'est toujours cette histoire de l'alibi. Et ça, c'est un truc qu'on voit beaucoup aussi chez nous, chez Verix, on insiste énormément avec nos clients, parce qu'en fait, on veut absolument que leur data, ce soit leur boussole. C'est la data qui va dire, ok, je dois mettre ça en place pour arriver à mes objectifs, et pas le contraire. Donc l'attention, elle est là. Parfois, il faut accepter qu'il y ait des chiffres qui invalident une décision, et donc revoir en fait les plans et la strate de base. Parce qu'en réalité, décider sans la data, c'est juste parier. Alors, ce qui peut être intéressant, c'est qu'à votre prochaine réunion marketing, vous faites un audit. Est-ce que les chiffres ils vont arriver au début de la séance pour décider ce que vous allez faire, ou alors est-ce qu'ils arrivent à la fin pour justifier le budget qui a déjà été cramé? Parce que si votre data elle sert à défendre un dossier qui est déjà bouclé, vous n'êtes pas data driven, vous êtes vraiment en mode survie. Et essayez vraiment d'investir dans une base de données propre et d'avoir quelque chose d'hyper clair avant de lancer votre prochaine campagne. Parce qu'encore une fois, la donnée ça doit être votre boussole et pas votre excuse. Petit rebranding sympathique qui a eu lieu au mois de février d'une marque qui s'appelle Blank Street, où ils nous disent quand le café n'est plus une boisson, c'est un accessoire TikTok. Donc c'est une chaîne de café qui a poussé un petit peu partout depuis 2020. Et là, ils viennent de refaire leur image de marque pour passer de petites start-up montantes à une vraie icône culturelle. La marque, elle a travaillé autour d'un nouveau mantra qui est regularly remarkable, en gros remarquable au quotidien. Et ce qu'il y a de super chouette dans cette marque, c'est qu'ils ont compris vraiment un truc super important. Ils ont un peu ces deux faces, justement régulier et remarquable. Régulier, c'est genre le café que t'achètes par habitude parce qu'en fait il est bon, il est pas cher, mais en même temps remarquable parce que ton mug de café t'en es fier et puis t'es hyper content de l'afficher sur ton prochain TikTok. Et c'est assez cool parce qu'encore une fois il y a beaucoup de gens qui pensent encore que le branding c'est juste de choisir une jolie typo, de faire un cool logo et puis basta avec quelques couleurs. Alors que non, c'est vraiment cette promesse de base qui est essentielle. Là, Blank Street, ils vendent pas du café, ils vendent une sorte de rituel identitaire, on pourrait dire. Ça se voit d'ailleurs qu'ils ciblent vachement la Gen Z, une audience qui passe son temps sur TikTok, sur les réseaux sociaux, et donc d'ailleurs ils font de l'acquisition en masse là-dessus. Et en fait ça doit être ultra instagrammable pour avoir envie de les mettre en avant et de les garder justement dans ce genre de publication. Là le branding, encore une fois, il est pas là juste pour faire joli, mais il est là pour envoyer un signal en disant moi je fais partie de ce club là. Et l'attention elle est assez intéressante parce que c'est l'efficacité, donc t'as ton café qui est prêt genre en 30 secondes, mais aussi l'exception, les gobelets, ou disons le visuel, c'est quelque chose d'exception, donc t'as envie de l'afficher. On pourrait un peu appeler ça de la commodité stratégique, c'est-à-dire être là tout le temps mais réussir quand même à surprendre de temps en temps. Franchement la marque elle est vraiment cool à part ça. Et quand vous voyez ça, essayez de l'appliquer à votre marque. Pas de refaire pareil mais juste vous demander quand vous voyez votre offre, avec honnêteté franchement. Est-ce que vous êtes juste normaux? Si oui, vous risquez d'être invisible. Ou est-ce qu'au contraire vous essayez d'être incroyable tout le temps? Là vous risquez d'épuiser vos clients et vos équipes. Donc il y a une règle que nous on aime bien appliquer, qui est en gros 70% de vos actions vous allez les faire de façon régulière, de façon un peu plus basique, classique. C'est ce qui va assurer le service, la pérennité, le cash flow. Mais de l'autre côté, vous avez un 30% d'actions vraiment remarquables, et c'est ce qui va pouvoir créer parfois du buzz, de la préférence de marque et de l'attachement sur le long terme. Et encore une fois, truc essentiel, vous vendez pas un produit, vous vendez une promesse. Et ça, peu importe le domaine. Parce que si votre marque, elle raconte rien sur celui qui l'achète, elle ne vaut rien. Et on arrive au chapitre sur l'IA et à tout ce qui est lié à la tech. Donc pour ceux qui vivent dans une grotte, petit rattrapage, il y a OpenClaw qui est sorti fin janvier, je crois. En tout cas, c'est depuis là qu'on en parle énormément. C'est plus ou moins une sorte d'armée d'agents IA autonomes qui débarquent sur votre ordi. Ça a complètement retourné GitHub et au-delà ces dernières semaines. Donc en gros, au lieu d'avoir un simple chatbot qui vous répond sur une page web, OpenClaw ça permet de faire tourner directement les agents sur votre machine. Et ça, pour qu'ils gèrent vos mails, votre calendrier, vos fichiers en mode complètement commando. Donc ils peuvent faire en fait des actions à votre place, jusqu'à utiliser votre carte de crédit et puis faire des paiements, etc. Et le truc, c'est que c'est devenu tellement viral et puissant qu'il y a OpenAI qui a racheté le cerveau derrière le projet, qui s'appelle d'ailleurs Peter Steinberger, histoire évidemment d'avoir une longueur d'avance sur leurs concurrents. Mais bon, si OpenAI s'y intéresse, c'est qu'il y a vraiment un truc à faire avec eux. Et bon, je vous passe tous les dramas qu'il y a eu sur les renaming, parce qu'au début c'était Cloudbot, mais ça ressemblait trop à Claude d'Anthropic, après c'était Moltbot, bref, ils sont arrivés
Bref, ils sont arrivés à OpenClaw en finalité. Mais ce qu'il faut comprendre là, c'est qu'on sort officiellement de l'IA un peu secrétaire, qui va donner des conseils, des réponses à certaines questions, et on rentre vraiment dans cet aspect agentique, donc en fait l'IA qui agit à notre place, et qui peut clairement prendre le contrôle de toute la machine. Alors oui, c'est génial, et ça peut faire rêver, il y a déjà plein de gens qui les ont installés sur leur Mac mini, histoire d'avoir un employé entre guillemets gratuit à la maison, mais ça peut être aussi hyper dangereux et ouvrir une porte en fait à quelque chose qu'on n'est pas encore en capacité de maîtriser. Il y a d'ailleurs une vidéo de Asher qui est sortie hyper intéressante là-dessus où on voit en fait aussi les dérives que ça peut avoir, notamment quand ça a accès à un wallet crypto. Mais pour vulgariser encore un petit peu pour ceux que j'aurais perdu on va dire dans ces explications, faut un peu imaginer que en janvier ChatGPT c'était le pote un peu intello qui aidait à faire des devoirs ou bien à faire des mails un peu plus stylés ou dans une autre langue. J'abuse, on peut faire des trucs de malade quand on pense aux apps qu'on code etc. Mais c'est juste pour dire en gros, il nous aide à faire des trucs de ouf. Mais fallait lui poser des questions et il répondait. Et maintenant, il faut carrément imaginer que ce pote-là, il a les clés de la chambre, il peut faire n'importe quoi et tout ce qu'il veut dedans. Mais il a aussi le mot de passe de l'ordinateur et de tout ce qui va avec. C'est ultra puissant, mais si ce même pote, il fait une gaffe, ou il efface des trucs, ou il diffuse des informations qu'on voulait pas, c'est quand même nous qui allons être dans la sauce. Et cette bascule, en fait, on passe d'utiliser un robot qui va faire des choses selon notre demande à un robot qui peut quasiment prendre possession, on va dire, de tous les moyens technologiques qu'on lui met à disposition et donc faire des actions à notre place. Ça peut paraître comme une révolution, mais ça peut aussi être une bombe à retardement. Parce que oui, vous avez compris, l'attention ici, c'est vraiment la sécurité puis la gouvernance. Je pense qu'il y a beaucoup de gens qui vont se précipiter, et ils l'ont déjà fait, pour automatiser encore une fois tout et n'importe quoi, et pour économiser aussi des salaires. Mais encore une fois, attention, parce que l'autonomie sans stratégie, c'est encore une fois le chaos assuré. Alors, je veux pas faire de leçon ici, mais c'est vrai que si je pouvais donner un petit conseil, c'est de vraiment pas déployer un agent autonome comme ça, sans avoir une politique de sécurité ou disons des garde-fous en béton. Je suis pas sûr que ce soit la meilleure idée de laisser une IA accéder à tous les messages, en fait, à tous les systèmes bancaires sans un gros système de surveillance. Donc perso, je vais observer ça, pour le moment, d'un peu plus loin, et ensuite je prendrai les décisions de ce que je vais mettre en place ou pas. Et pour terminer, le mois dernier, on parlait déjà de ce mot du slope, et là c'est le work slope. C'est un peu un mot qui fait beaucoup trembler les directeurs de création et les CEO qui tiennent, on va dire, à leur réputation en ce moment. Donc work slope, c'est plus ou moins le travail poubelle, quoi, le travail déchet. C'est tout ce contenu médiocre, les mails sans âme, les rapports qui sont générés par IA et qui se voient à 42 km, qu'en fait les gens ils commencent à balancer parce qu'ils sont sous pression donc ils les relisent même pas. Et les chiffres ils sont assez flippants, Ils disent que maintenant il y a plus ou moins 21% des salariés qui trouvent que normal en fait de sacrifier la qualité par rapport à la vitesse. Finalement on passe 6 heures par semaine à corriger des erreurs qui auraient jamais dû exister. Et franchement on va se dire les termes, actuellement si on voit que c'est de l'IA, ça veut souvent dire que c'est claqué au sol. Maintenant, il y a tout le monde qui peut produire 100 articles par jour, 40 vidéos par semaine, 12 posts LinkedIn par demi-journée. J'abuse. Donc la vitesse et la quantité, ça vaut plus grand-chose. Et l'attention, elle est là. Il y a beaucoup de gens qui utilisent l'IA pour créer beaucoup plus et beaucoup plus vite. Alors oui, ils gagnent du temps, mais le problème, c'est que si c'est déjà du vide, ça va amplifier ce vide. Et donc, c'est utiliser un outil, non pas pour produire mieux, mais pour produire plus de choses qui n'ont pas vraiment de sens. Donc en fait, pour produire plus de déchets. Et ça, c'est le piège absolu. Si vous laissez les IA diluer l'âme de votre marque, vous détruisez complètement votre capital confiance. Le branding, c'est pas du maquillage qu'on vient poser sur du contenu hyper générique. C'est censé être quelque chose que vous incarnez. Et je pense qu'il y a de plus en plus de gens qui développent cet esprit ultra critique par rapport à l'IA et au contenu publié un petit peu en masse. Et que l'esprit critique, ça devient une compétence hyper rentable sur le marché. Donc si je peux vous donner un conseil par rapport à ça, c'est que le temps que l'IA va vous faire gagner dans votre semaine, elle doit pas forcément vous servir à augmenter le volume, mais plutôt à être plus créatif et à penser plus loin. Vous pouvez réinvestir ces heures par exemple dans la strat, ou dans le temps que vous passez en réel avec votre client. En gros dans des trucs que la machine elle pourra jamais copier. Et ça c'est difficile pour tout le monde, Moi aussi je le vis simplement dans la création de contenu par exemple. On pourrait écrire des scripts, on pourrait sortir 12 000 idées et produire en fait énormément de contenu. Et j'ai plutôt l'impression, ou du moins l'envie en tout cas en ce moment, de mettre vraiment de l'énergie dans des choses que je trouve d'après mon jugement font du sens par rapport à ce que je raconte et ce que je veux prôner comme valeur. Et donc passer un peu plus de temps sur trouver les bonnes idées, les mettre en forme de la bonne façon et après les exprimer aussi d'une manière qui me plaît, par exemple au travers même de ce montage en fait, où je peux aussi raconter une histoire différemment. Parce qu'en réalité j'aurais pu aussi créer un avatar, faire simplement dicter ou lire un script et puis vous produire une vidéo en moins d'une demi-journée. Mais j'ai l'impression, ou du moins j'ai envie de croire que
l'œil humain est encore capable de voir la différence entre ce genre de contenu et du contenu qui serait simplement produit en masse. Et du moins, même si c'est touché moins de personnes, c'est toucher des personnes qui seront plus empathiques et plus en lien direct avec ce genre de valeurs et donc en fait créer un lien qui est beaucoup plus profond, même si c'est avec moins de personnes. Voilà, donc on a fait le tour de ces news importantes du mois de février. Si je devais résumer tout ça en une phrase, ce serait qu'en 2026, l'exécution elle est devenue gratuite quasiment, mais que la décision stratégique par contre elle est devenue assez hors de prix. Ce mois-ci on a vraiment la preuve que le manque de stratégie et de cohérence, c'est le cancer de votre ROI et de vos résultats tout simplement. Je pense que vous avez vu ce point commun entre le Super Bowl, le café Blank Street ou le Workslope, c'est cette capacité à trancher. À choisir entre être une énième boîte qui produit du bruit ou être celle qui devient une interface utile ou une autorité pour ses clients. L'IA c'est un levier puissant phénoménal. Mais encore une fois, rappelez-vous que si votre point d'appui, j'entends par là votre strat, elle est bancale, vous n'allez pas avoir de résultats. Vous allez juste brasser de l'air plus vite que les autres. Alors si aujourd'hui en regardant cette vidéo, vous vous dites que votre structure elle ressemble un petit peu à un marketing Frankenstein, que vos données elles vous servent plutôt d'alibi plutôt que de boussole, ou que vos clients y fuient vos processus commerciaux préhistoriques, essayez de pas rester dans le flou, parce que le flou c'est ce qui va vous coûter le plus cher au final. Et d'ailleurs, faut que vous vous lâchiez dans les commentaires et que vous me dites quelle est la news qui vous a le plus surpris. Merci à tous ceux qui s'abonnent, ça fait pire plaisir, et prenez soin de votre marque. Allez, salut!